Bonjour. Il y a quelques semaines, un article du journal Le Monde titrait Peut-on designer des rituels? Le mot designer devant être entendu dans le sens de créer, concevoir. Alors que cet article s'adresse au grand public et qu'il puisse étonner, cela se conçoit. On peut se demander qu'est-ce que ces Américains vont encore inventer, hein. Toujours besoin d'un truc nouveau qui forcément va estomper ou effacer le truc précédent. Et c'est une course sans fin, comme une espèce de marathon de l'imagination. Et si ça n'était pas ça du tout? Et si c'était la recherche éperdue d'un élément essentiel, d'un élément fondamental de l'humain, un élément après lequel nous courons tous, la plupart du temps, sans le savoir, et qui, bien sûr, se cache derrière le déguisement de la nouveauté permanente. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons que vous achetiez un ordinateur portable. Vous rentrez chez vous avec votre cadeau flambant neuf, vous sortez le colis de votre sac en plastique et là, vous découvrez un emballage en carton tout à fait banal. Vous ouvrez l'emballage, vous sortez l'ordinateur et le cordon d'alimentation, vous branchez le cordon sur la prise électrique et vous allumez l'ordi. Quelle tristesse! Vous auriez acheté un moulin à café ou un paquet de Kleenex, l'effet en termes de plaisir aurait été à peu près identique. Maintenant, voyons la réalité. Lorsqu'en arrivant chez moi, je sors la boîte de carton du sac en plastique, il y a déjà une excitation en moi. L'emballage est beau, il est très coloré ou au contraire très sobre, d'un blanc immaculé. On dirait un écrin. On sent qu'il y a dans la boîte quelque chose d'important, quelque chose de précieux. Et quand on ouvre la boîte, alors là, un petit cartonnage pour les CD d'installation et pour le livret du mode d'emploi, un emballage délicat pour le cordon et pour les écouteurs, des modes de pliage, de fermeture et d'ouverture qui peuvent surprendre et désarçonner un peu. L'ordinateur, quant à lui, est parfaitement protégé et l'on comprend que l'on doit agir avec soin pour enlever une à une les pellicules de plastique transparent qui le recouvrent. Eh bien, tout ce déshabillage prend du temps et s'accompagne de sensations de joie, de plaisir, de surprise, d'étonnement, d'émerveillement. Sensations qui confèrent à l'objet un prix beaucoup plus important que celui de l'objet réel. Eh bien, ce que je viens d'accomplir, ce que je viens de vivre, c'est un rite, c'est-à-dire une succession de gestes effectués dans un certain ordre et dont l'ordonnancement a été auparavant pensé, réfléchi, organisé par les concepteurs de l'objet et du conditionnement pour donner une valeur supplémentaire à l'ordinateur et aussi pour créer chez l'acheteur un sentiment qui n'aurait pas sinon existé, ou alors à un degré bien moindre. S'offrir un ordinateur, c'est une chose. S'offrir un bijou précieux, c'est tout de même radicalement différent. Donc, donc nous y voilà. J'ai accompli un rite, et qui plus est, un rite qui m'a été imposé et que j'ai vécu avec plaisir. Et cerise sur le gâteau, un rite dont je ne sais pas la plupart du temps que c'est lui qui a donné une telle valeur à l'objet. Alors maintenant, venons-en au domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la thérapie, et tirons de cette histoire au moins deux conclusions. La première conclusion, c'est que chaque fois qu'une nouvelle pseudo-thérapie voit le jour, son concepteur croit qu'il a donné naissance à quelque chose de révolutionnaire par le nom de baptême, par la théorie expliquant l'efficacité de la chose, ou encore par le contenu même de l'action exercée par le praticien. Autant d'éléments qui n'ont la plupart du temps rien à voir avec un quelconque résultat thérapeutique, résultat éventuel. La relation thérapeutique, en revanche, nous l'avons déjà vu dans une précédente séquence vidéo, la relation explique déjà beaucoup de choses. Mais c'est aussi le déroulé, l'enchaînement des mots et des gestes, la véritable chorégraphie qui vont faire naître un effet X. Autrement dit, c'est le rite.
qui va être donné à vivre au patient. La deuxième conclusion, eh bien, c'est que les rites sont partout, et pas seulement dans les religions. Un rite, c'est un passage, parfois une épreuve. C'est une occasion de franchissement. C'est un au-delà de quelque chose. L'enfance, la maladie, la faiblesse, l'aveuglement. De l'autre côté d'un rite, et selon le domaine dans lequel le rite nous est donné à vivre, nous pouvons accéder à la maturité, devenir adulte, recouvrer la santé, surmonter une épreuve, voir la lumière, etc., etc. Et donc, dans l'univers de la thérapie, concepteurs et praticiens s'appuient sur le pouvoir des rites, tout en attribuant la plupart du temps le résultat à autre chose. Voyez-vous, une vie sans rite est quelque chose d'impossible. Vous vivez chaque jour des rites, de ces chorégraphies qui donnent du sens ou qui rassurent, de la prière à la préparation du café, de la rave party à l'enterrement de la vie de jeune fille, du lever de drapeau au lavage des morts. Le rite est partout, dans toutes les cultures et jusque dans les actes les plus banals de la vie quotidienne. Il est vivant et il est palpitant d'émotions diverses. Faites vivre des rites, partagez des rites, et vous créez du mouvement, vous créez du lien, de la progression, du dépassement. Délaissez les rites fondamentaux et vous voyez se déliter ce qui fait le ciment entre les hommes, ce qui forme les nations unies autour de valeurs partagées, ce qui fait de l'enfant un adulte prenant toute sa place dans sa famille, dans sa communauté et dans son pays. À bientôt.